Bonjour à tous. Cette semaine, on parle blacklist. Et j'ai rapproché la blacklist des offres anormalement basses. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, à première vue, on pourrait se dire que la blacklist, c'est une méthode pour lutter contre les offres anormalement basses. Alors, c'est une méthode, mais c'est une méthode qui est, j'ai presque envie de dire, assez facilement ou trop facilement neutralisable. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur le fait de combattre les AOB. Où je vous avais indiqué la clé qui était pour moi peut-être l'artillerie lourde, hein, qui amène à changer un peu la réglementation, et à modifier le contrôle de l'acheteur sur ce type, sur la composition de l'offre et comment elle était formée, pour qu'en fait il est plus qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation pour pouvoir sortir, entre guillemets, ou rejeter les entreprises qui font du dumping de prix. D'ailleurs, à ce propos, si dans votre entourage, vous avez des élus que vous connaissez et qui peuvent porter la bonne parole, ne vous en privez pas parce que vraiment, je pense que c'est l'affaire de tous, cette histoire d'AOB. Et si, quelque part, on peut aller plus vite et changer les consciences et les comportements et les pratiques, je pense qu'on a tous à y gagner. Aujourd'hui, le propos, c'est de dire que c'est vrai, dans la réglementation, dans le code de la commande publique, il y a un outil qui existe pour lutter contre les offres anormalement basses. Cet outil, ça s'appelle les motifs d'exclusion facultative. Et dans le cadre de ces motifs, il y en a un sur lequel on va s'intéresser tout particulièrement, c'est le fait qu'une entreprise, sur un marché précédent, n'ait pas donné satisfaction et que, du coup, on lui interdise ou ça lui interdise l'accès à la commande publique. Donc on se dit, c'est un magnifique effet boomerang pour les entreprises qui proposent des offres anormalement basses parce que bien souvent, les promesses de la réponse n'amènent pas le rêve annoncé en exécution de marché. C'est-à-dire que en exécution des marchés, souvent c'est assez catastrophique. Il faut vraiment suivre de près l'entreprise pour l'obliger finalement tout le temps à respecter ses obligations et à vérifier qu'elle réalise la bonne prestation au bon moment, dans le bon timing, etc. Donc il est clair que pour l'acheteur ou pour le maître d'œuvre, si je pense à un marché de travaux, ça va donner un travail supplémentaire et avec toujours finalement la crainte que l'entreprise n'aille pas au bout parce que on la pousse à donner la qualité escomptée et comme elle a un décalage entre ce qu'elle doit donner et le prix qu'elle a facturé, il y a forcément des tentatives de, de, de contournement, on va dire ça comme ça. Donc, dans l'exemple que je vous ai pris, nous avions un viking acheteur qui avait fait l'effort de monter un dossier entre guillemets contre l'entreprise pour arriver à une résiliation. Mais c'est quand même pas si courant que ça, il faut bien le dire, parce que qui dit résiliation de marché dit délai supplémentaire pour relancer un marché, pour trouver une entreprise qui va remplacer et qui va pallier à la défaillance de l'entreprise en question. Et en tout cas pour tout ce qui est marché de construction et de réhabilitation, donc de travaux, il est clair qu'en termes de responsabilité et de jeu d'assurance, c'est toujours plus compliqué d'avoir plusieurs entreprises sur un même corps d'État parce qu'il y a un renvoi d'assureurs sur la responsabilité de qui a fait quoi et qui est responsable de quoi, sur laquelle le maître d'ouvrage, s'il peut se sortir de cette problématique-là, ou ne pas y rentrer plutôt, il le fait avec plaisir. Donc déjà, le préalable de pouvoir utiliser ce motif d'exclusion, il est compliqué. C'est ou une résiliation sur un précédent marché ou une condamnation de l'entreprise à des dommages et intérêts. Donc rien que ça, ces deux conditions, enfin l'une ou l'autre, hein, c'est pas cumulatif heureusement, ça fait en sorte que le motif, il n'est pas forcément souvent mis en œuvre, tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Si ça avait été des pénalités, si ça avait été des choses beaucoup plus light, ça aurait été plus facile à mettre en œuvre ou à utiliser. Mais là, on est vraiment sur des choses assez lourdes. Dommage et intérêt, c'est quand même quelque chose. Résiliation, encore une fois,
selon le type de marché, ça peut être compliqué à mettre en place. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que quand on a réuni ça, on n'a pas terminé, puisque l'entreprise, elle n'est pas pour autant interdite d'accès à la commande publique sur les marchés suivants. Il faut encore que l'acheteur, quand l'entreprise va se représenter à un marché, lui pose la question fatidique, un peu comme le vigile, vous savez, si vous me suivez un peu, vous voyez que j'ai toujours des comparaisons un peu bizarroïdes, mais en fait moi ça me parle. Le vigile en boîte de nuit qui va dire tu passes ou tu passes pas. Il va lui poser la question fatidique, et la question fatidique ça va être est-ce que tu as remédié aux dysfonctionnements passés qui ont fait que ton marché a été résilié ou qui ont fait que tu as été condamné à des dommages et intérêts, hein, dans les deux possibilités. Et donc là, en fait, si l'entreprise, elle est un peu sioux, et si elle a un peu préparé ses arguments, elle peut effectivement argumenter en disant que le problème passé n'existe plus parce que voilà comment elle y a remédié en mettant en place ça, ça, ça. Il faut être un peu factuel quand même, hein. C'est pas juste des grands sentiments, parce qu'on voit bien que les grands sentiments, ça ne marche pas, il faut des éléments factuels. Mais bon, des éléments factuels, si on cherche un peu, ça peut se trouver. Et que donc, du coup, elle ne peut plus être attaquée sur ce motif-là, et on ne peut pas lui interdire le marché, entre guillemets, l'accès au marché, pour quelque chose sur lequel elle a corrigé, elle a remédié, elle a fait pénitence, elle a fait son mea culpa. Et donc, face à ça, l'acheteur, il est obligé, s'il a un retour concordant de l'entreprise, de le laisser accéder à la commande publique. C'est encore une démonstration qu'en phase de réponse à une consultation, le pot de fer, c'est vraiment l'entreprise et c'est très compliqué pour l'acheteur au vu des grands principes de la commande, de restreindre l'accès à la commande publique aux entreprises. Donc voilà, j'en ai fini avec cette blacklist qui du coup n'apparaît pas comme une bonne solution pour les OAB parce qu'elle est assez facilement neutralisable, en tout cas de mon point de vue. Ce qui sera intéressant, c'est que vous me disiez un petit peu ce qui vous intéresse comme question à développer dans les marchés. Ça me permettrait de bien orienter mes prochains posts parce que j'ai vu par exemple que tout ce qui était écolo, ça ne vous parlait pas trop. Par contre, le sujet des OAB, ça vous a vraiment, vraiment plu. Et je vous en remercie parce que du coup, j'ai eu plein de commentaires et c'était vraiment agréable à lire et à recevoir. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait que je développe parce que finalement, l'objectif, c'est quand même d'être utile. Voilà, à très bientôt et à la semaine prochaine.